Décomposé vivant, chaque cellule de son corps ravagée par des niveaux extrêmes de radiation, Hisashi Uchi s'est retrouvé au cœur de l'un des accidents nucléaires les plus catastrophiques de l'histoire. Ce qui avait commencé comme une journée de routine dans une installation nucléaire s'est transformé en une souffrance inimaginable et une bataille prolongée de 83 jours pour sa survie. Mais au-delà de l'horreur immédiate, son calvaire a révélé une vérité glaçante sur les limites de la science et l'entêtement humain face à l'inévitable. Le 30 septembre 1999, à l'usine de retraitement de combustible nucléaire de Tokaimura, au Japon, les techniciens Hisashi Uchi, Masato Shinohara et leur superviseur Yutaka Yokokawa ont entamé leur routine habituelle de préparation et de manipulation de matériaux d'uranium dangereux. La culture du travail japonaise, réputée pour son exigence, peut parfois engendrer une pression toxique. Dans le cas de JCO, l'entreprise exploitant l'usine, cette pression, combinée à l'avidité corporative et à une volonté de faire des économies, a conduit à des raccourcis dangereux, ignorant la sécurité des travailleurs. À cette époque, l'économie énergétique du Japon dépendait fortement des importations étrangères, jusqu'à ce que le pays réalise la nécessité d'élargir ses sources d'énergie. Cette situation a exercé une pression extrême sur l'industrie énergétique, mettant en danger des travailleurs comme Uchi et augmentant les taux de suicide. La centrale nucléaire de Tokai était la première centrale nucléaire du Japon. Le combustible destiné à cette centrale était traité à l'installation de Tokaimura, exploitée par la Japan Nuclear Fuel Conversion Company, JCO. À Tokaimura, les travailleurs convertissaient l'hexafluorure d'uranium en dioxyde d'uranium enrichi. Ce dernier était ensuite transformé en pastilles dans d'autres installations. Les pastilles étaient placées dans des tubes, scellées et assemblées en barres de combustible, le principal carburant utilisé pour générer de l'énergie nucléaire. Mais ce qui s'est produit n'était pas le fruit d'une simple négligence. Le manque de connaissances appropriées et de soucis pour la sécurité des travailleurs allait bientôt devenir leur pire cauchemar. Ce jour fatidique, Uchi et ses collègues ont commencé leur journée comme d'habitude. L'une des principales responsabilités du technicien d'une centrale nucléaire est de gérer le mélange d'uranium en 3 étapes cruciales. Premièrement, dans le réservoir de dissolution, un système automatisé mélange une concentration de 5% de poudre d'uranium et d'acide nitrique. La deuxième étape implique un réservoir tampon de forme cylindrique, conçu pour empêcher l'uranium d'atteindre la criticité accidentelle, également connu sous le nom de réaction en chaîne de fission nucléaire. De plus, ce réservoir contrôle le goutte, à goutte de l'uranium dans la 3e et dernière étape, le réservoir de précipitation. Les réactions pendant ce processus génèrent une quantité intense de chaleur qui doit être évacuée. Grâce à une chemise d'eau de refroidissement qui entoure le réservoir pour dissiper la chaleur, les techniciens supervisent le système pendant qu'ils mélangent soigneusement l'uranium lors de cette dernière étape. Cependant, 3 ans avant l'accident, JCO avait modifié sa procédure pour accélérer la production de ce matériau hautement dangereux en sautant des étapes cruciales en raison de la demande croissante de barres de combustible. Pour répondre aux attentes, JCO a contourné l'approbation réglementaire et a permis de mélanger illégalement la poudre d'uranium dans des seaux en acier inoxydable au lieu d'utiliser l'équipement automatisé. Pour aggraver encore les choses, JCO était en retard sur le calendrier de production des barres de combustible, ce qui augmentait la pression sur des techniciens déjà surchargés. Ils ont donc décidé d'effectuer un processus déjà accéléré de manière encore plus imprudente. Ils ont également poussé l'efficacité à un nouveau niveau en retirant complètement leur équipement de protection et en ne portant que des vêtements décontractés et confortables. C'est alors que la situation est devenue extrêmement dangereuse. Aux alentours de 10h35, inconscients du danger imminent, Oshi et Shinohara ont commencé à mélanger la poudre d'uranium dans un seau en acier, mais ont dépassé la limite légale de concentration par 7 fois. Yokokawa observait depuis un bureau, supervisant le processus, tandis qu'Ochi se penchait sur le réservoir de précipitation et que Shinohara se tenait sur une plateforme pour aider à verser la solution. Soudain, les alarmes de rayonnement gamma ont commencé à retentir. Ils avaient commis une erreur effroyable, déclenchant une réaction en chaîne nucléaire incontrôlée. Un flash de lumière bleue, connu sous le nom de rayonnement Cherenkov, a illuminé la pièce alors qu'il libérait des quantités massives d'énergie et de particules gamma, qui ont ensuite bombardé la zone environnante avec des doses létales de rayonnement gamma. L'explosion soudaine d'énergie due à la réaction en chaîne nucléaire a provoqué le déplacement de particules chargées, comme les électrons, plus rapidement que la vitesse de la lumière dans le milieu environnant, générant une onde de choc bleu aveuglante et confirmant l'occurrence d'une réaction de fission nucléaire incontrôlée aux résultats catastrophiques. La limite d'exposition sûre pour les techniciens et ceux qui travaillent avec des matériaux nucléaires est de 20 à 50 millisieverts par an.
L'équipe a reçu une dose massive d'environ 30 000 millisieverts combinés. Uchi a reçu le plus de rayonnement, absorbant plus de 17 000 millisieverts car il était le plus proche de la réaction explosive, tandis que Shinohara a reçu 10 000 millisieverts. Étant bien plus éloigné, Yokokawa n'a reçu qu'une dose de 3 000 millisieverts. Bien que les 3 membres de l'équipe aient fui les lieux immédiatement, aucun d'entre eux n'a pu aller loin, à cause de la douleur atroce qui traversait désormais leur corps. Alors qu'ils devenaient rapidement nauséeux et essoufflés, Ochi et Shinohara se sont précipités vers la salle de décontamination où Ochi a vomi et a finalement perdu connaissance. Une fois que les responsables de l'usine de traitement de combustible ont réalisé la situation, ils ont immédiatement évacué le reste des employés pour éviter davantage d'exposition aux radiations. Les autorités ont emmené les 3 hommes à l'Institut national des sciences radiologiques de Chiba. Cependant, une fois qu'ils ont compris la nature du cas d'Ochi, ils ont décidé de le transférer à l'hôpital de l'université de Tokyo où se trouvait un personnel plus qualifié et des équipements avancés pour traiter et soutenir le rétablissement d'Ochi. Dans la soirée du 30 septembre, Ochi est arrivé à l'hôpital de bonne humeur et, du moins en apparence, semblait bien. Mais comme ils l'ont vite appris, les apparences peuvent être trompeuses. Les infirmières ont remarqué son bras enflé et sa peau apparemment brûlée par le soleil, mais plusieurs croyaient qu'il rentrerait bientôt chez lui. Cependant, ils ignoraient que ce n'était que le début de l'une des morts les plus horribles de l'histoire. Pour ne rien arranger, les responsables de JCO ont dépeint Ochi et ses collègues comme des insensés qui voulaient quitter le travail plus tôt. Ils ont affirmé qu'ils avaient mélangé la poudre d'uranium dans des seaux de leur propre gré pour gagner du temps. Malgré l'attitude positive d'Ochi, son état était critique. Lorsque le personnel de l'hôpital a appris l'accident sur son lieu de travail, ils ont ordonné une biopsie de sa moelle osseuse. Le corps humain remplace constamment les vieilles cellules au fil du temps, grâce aux chromosomes à l'intérieur de notre corps. Les chromosomes contiennent notre ADN et le plan du processus de réparation. Sans ce mécanisme naturel, nous ne survivrions pas, et Ochi non plus. Lorsque les médecins ont reçu les résultats des tests, ils ont réalisé que ce mécanisme fondamental de ces cellules était endommagé au-delà de toute réparation. Les chromosomes d'Ochi étaient soit fusionnés anormalement, soit brisés en petits morceaux par l'explosion de radiation, ne montrant aucun signe de leur forme attendue. Son ADN était si gravement endommagé que le processus de réparation était inexistant. Leur sombre découverte leur a vite fait réaliser que le cas d'Ochi n'était pas un simple cas de légère maladie des radiations. Bien qu'Ochi semblait bien, cette période de bonne santé allait être de courte durée, les médecins le décrivant comme étant dans ce qu'on appelle la phase du fantôme marchand. Pendant cette phase, le patient peut paraître en bonne santé, mais il est en réalité dans un état très fragile qui pourrait potentiellement durer des heures, voire des jours. En bref, Ochi était une bombe à retardement et ses souffrances atroces étaient sur le point de commencer. Imaginez vivre dans un monde où chaque poignée de porte est potentiellement létale et une simple poignée de main pourrait être la dernière. C'est la réalité constante et angoissante pour quelqu'un dont le système immunitaire est presque inexistant. Le coût émotionnel est immense. Chaque interaction, chaque sortie, chaque repas devient un risque calculé. Pour Ochi, c'était sa nouvelle réalité. Et pour combattre ce nouveau danger, le médecin-chef, Kazuhiko Maekawa, a décidé qu'un environnement stérile était sa meilleure chance de survie. N'ayant aucun globule blanc, le système immunitaire du technicien de 35 ans était inutile dans une lutte contre de nombreux agents pathogènes autrefois inoffensifs. Mais, avec la menace constante d'infection écartée, son équipe médicale savait qu'il avait besoin d'un apport sain de chromosomes frais pour aider son corps à guérir. Heureusement, il existait un traitement expérimental contre le cancer appelé transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Son corps avait besoin du carburant biologique pour créer de nouvelles cellules et remplacer celles endommagées. Le traitement expérimental consistait à prélever des cellules de moelle osseuse d'un donneur et à les injecter à Ochi. L'idée était que ces nouvelles cellules donneraient à son corps les matériaux nécessaires pour recommencer à produire des cellules de moelle osseuse saines. Étant expérimental, un traitement réussi nécessitait une personne dont le système immunitaire correspondait étroitement à celui d'Ochi. Heureusement, le personnel médical a pu trouver une donneuse appropriée en la personne de la sœur d'Ochi. Une fois ces formalités réglées, l'équipe s'est mise au travail pour administrer le traitement expérimental. Bien qu'Ochi ait été la première personne au monde à recevoir ce traitement, les médecins étaient pleins d'espoir. Pourtant, ils ne voulaient pas mâcher leurs mots avec la famille d'Ochi. Ils devaient comprendre la gravité de sa situation et le résultat probable de son exposition. Ochi lui-même ne saisissait pas entièrement la gravité de sa situation. Il a demandé aux infirmières s'il pouvait rentrer chez lui bientôt et s'est également renseigné sur le risque de développer une leucémie à la suite d'une exposition aussi élevée aux radiations. Cependant, il n'avait pas le luxe du temps pour développer une leucémie.
et les effets de l'empoisonnement par les radiations ont commencé à se manifester plus tôt que prévu. La peau d'Ochi a perdu son élasticité juvénile, se décollant à mesure que le personnel médical retirait le ruban adhésif médical, maintenant les nombreuses machines connectées à son corps. Cela signifiait que ces médecins ne pouvaient utiliser aucun type de ruban adhésif ou de collant sur sa peau. Peu après, les poumons du pauvre homme se sont remplis de liquide, étouffant sa capacité à respirer ou à parler. Alors que le liquide continuait de s'accumuler dans ses poumons, il sapait ses dernières forces, le gardant alité. Bien qu'il ne puisse plus bouger ni beaucoup parler, Ochi exprimait toujours son amour pour sa femme et les membres de sa famille qui n'avaient pas encore quitté son chevet. Mais son état s'est encore aggravé, le liquide dans ses poumons lui ôtant la capacité de respirer par lui-même. L'équipe médicale d'Ochi l'a mis sous assistance respiratoire, gardant l'espoir que ses traitements commenceraient à guérir son corps endommagé. Environ 10 jours après la transplantation de cellules souches, le docteur Maekawa a effectué un autre test pour voir si le traitement avait réussi. Miraculeusement, les cellules souches de sa sœur ont été observées dans tout son corps, indiquant que le traitement avait fonctionné. Les jours suivants, son nombre de globules blancs a de nouveau atteint des niveaux normaux. C'était une bonne nouvelle, mais comme la phase du fantôme marchand, elle fut de courte durée. La semaine suivante, l'état d'Ochi a commencé à s'aggraver de nouveau. C'est alors que la situation a vraiment dégénéré. Frustré, le docteur Maekawa a effectué une endoscopie pour découvrir ce qui n'allait pas et pourquoi le traitement avait échoué. Ce qu'il a découvert a révélé la véritable nature de la lutte d'Ochi et ce qu'il était sur le point d'endurer. L'endoscopie a révélé que la membrane protectrice de son intestin était morte et se desquamait. Sans une membrane saine, le corps humain ne peut pas absorber l'eau, les nutriments ou tirer de la nourriture. Cela signifiait qu'Ochi finirait par mourir de faim ou de déshydratation. Même cette nouvelle n'était pas la pire de ce qui attendait Ochi. Le docteur Maekawa et son équipe ont enquêté plus en profondeur, se concentrant sur les cellules souches transplantées. À cause de l'explosion de radiation, l'exposition a laissé des radiations résiduelles dans le corps d'Ochi, ce qui a corrompu les cellules saines transplantées, échouant finalement à régénérer son système immunitaire. Désormais, Ochi était dans un état pire qu'à son arrivée et ses souffrances étaient sur le point d'augmenter de manière exponentielle. Il a commencé à souffrir de problèmes intestinaux, produisant environ 3 litres de diarrhée par jour. La perte de liquide a continué de s'aggraver car il a perdu tout contrôle de ses intestins et a commencé à saigner intérieurement. Ces saignements avaient empiré en raison de la perte de la membrane protectrice. La perte de sang était si catastrophique que les médecins ont dû la remplacer par 10 transfusions sanguines par jour. Cela signifiait également qu'Ochi souffrait constamment, ayant besoin d'une perfusion de fentanyl pour soulager sa douleur. Sa peau continuait à s'empouler et à se desquamer, au point que son corps ne pouvait plus retenir aucun liquide. Avec le danger de déshydratation imminent, son équipe médicale a travaillé sans relâche pour remplacer 10 litres de perte de liquide par jour. Le personnel de l'hôpital a enveloppé Ochi dans des bandages pour aider à préserver les fluides. Mais cela n'a fait qu'aggraver la situation car sa peau se décollait et suintait des liquides. Sa perte de liquide est devenue si grave que les médecins ont dû mesurer précisément la quantité qu'il perdait pour savoir quoi remplacer. Le problème était si terrible que le remplacement de tous les bandages d'Ochi prenait près d'une demi-journée. Finalement, le docteur Maekawa a commencé à utiliser des greffes de peau dans un dernier effort pour aider le corps d'Ochi à retenir les liquides. Cependant, en raison de la grave déshydratation, les greffes de peau ne pouvaient pas adhérer à la peau désintégrée d'Ochi. Sa douleur était insupportable, mais sa famille gardait l'espoir qu'il irait mieux. À un moment donné, Ochi ne pouvait plus ouvrir ni fermer les yeux, et les infirmières ont même rapporté l'avoir vu pleurer du sang. Bien qu'il l'ait peu être pensé, son équipe médicale n'osait pas le dire à voix haute, le temps d'Ochi était compté. Le docteur Maekawa et son équipe médicale ont travaillé chaque jour pour aider Ochi, mais leurs efforts ont échoué. 2 mois après le début de leurs travaux, Ochi ne montrait aucun signe d'amélioration et avait traversé une agonie inimaginable. Mais sa famille ne voulait toujours pas abandonner. Pourtant, Ochi n'en pouvait plus et voulait juste rentrer chez lui. Finalement, la douleur d'Ochi est devenue si insoutenable que le personnel médical l'a placé dans un coma artificiel. Son amélioration temporaire a de nouveau été de courte durée car les médecins ont réalisé que ses organes étaient en train de défaillir. D'abord, son cœur pompait à 2 fois la vitesse normale en raison du stress continu sur son corps. Bien qu'il fût au repos, son cœur battait comme s'il faisait un sprint de 100 mètres. Il a travaillé si dur pendant ce temps qu'il a fini par s'arrêter. Comme il n'y avait pas d'ordre de non-réanimation en place, ils l'ont ramené à la vie. Mais une fois qu'ils l'ont fait, son cerveau, bien qu'actif, ne tenait plus qu'à un fil. Peu après, son foie et ses reins ont cessé de fonctionner, le laissant entièrement dépendant des machines pour le maintenir en vie.
Réalisant que la fin était proche, le docteur Maekawa a parlé avec la famille d'Ochi, les convainquant de signer l'ordre de non-réanimation et de mettre fin aux souffrances d'Hisashi. Puis, le 20 et 1 décembre 1999, malgré les efforts acharnés des médecins, y compris des transplantations de cellules souches révolutionnaires, des greffes de peau et des transfusions sanguines, le corps d'Ochi n'a pas pu se rétablir. Il est décédé d'une défaillance multiviscérale. Mettant fin à ses souffrances, cet homme de 35 ans, travailleur et père de famille, a enfin pu trouver la paix. Parmi les 3 membres de l'équipe, Shinohara est également décédé des suites de ses blessures liées aux radiations. Bien qu'exposé à des niveaux dangereux de radiation, Yokokawa a survécu à l'incident. Mais son implication dans la négligence lui a valu de lourds problèmes juridiques. Environ 49 travailleurs ont été exposés à l'explosion de radiation. 6 responsables de JCO, dont Yokokawa, ont été accusés de négligence professionnelle et de violation des lois sur la sûreté nucléaire. L'entreprise a versé 6 milliards de yens pour régler les demandes d'indemnisation des entreprises et des résidents locaux affectés. Peu après, JCO a perdu ses licences commerciales.